Est-ce que Shogun est la série de l'année 2024? Point d'interrogation. En tout cas, il vient d'obtenir 14 Emmy. Rien que ça. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner mon avis critique sur la mini-série Shogun, disponible depuis le 27 février sur Disney+. Il y a 10 épisodes d'environ 1 heure. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner donc, mon avis critique sans spoiler. Et puis, je vais un peu plus spoiler. Durant la seconde partie, je vous dirai à quel moment je vais commencer à spoiler. Pour la partie non spoiler, si je devais vous résumer globalement Shogun, c'est Game of Thrones sans les dragons, sans l'aspect fantastique. Bon, je vais dire, ça fait beaucoup déjà. Mais attends, j'ai pas fini. Ça se passe dans les années 1600 au Japon. On a droit à des décors magnifiques, des costumes magnifiques, des acteurs très justes, une ambiance bien particulière. Ça se regarde, même si j'avoue que ce n'est pas facile, parce que évidemment, il faut retenir tous les noms, tous les clans. Comme pour Game of Thrones, on t'expose le contexte général, et j'avoue qu'au début c'est pas facile, mais bon, avec le temps tu vas commencer à retenir un peu les différentes forces en présence et les différents clans. C'est une très bonne surprise, vraiment. Je m'attendais à rien, vraiment je m'attendais à rien. Il y avait un abonné qui m'a parlé de la série, je me dis bon, voyons un premier épisode, puis un deuxième, puis un troisième. C'est très surprenant. On est vraiment dans le jeu de trône, quoi. Alors, le pitch rapidement. Nous suivons. Comment il s'appelle? Déjà, j'ai un trou de mémoire. On retrouve le seigneur. Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. Toranaga, qui se retrouve acculé parce que voilà, il n'est pas le seul à vouloir, on va dire, s'emparer du pouvoir, même si initialement c'est pas ce qu'il souhaite avoir au début. Et donc on va le voir évoluer donc, dans un milieu où les coups de couteau par derrière sont légion. Un événement va un peu chambouler les forces en présence lorsque un étranger, je crois qu'il est européen, je crois qu'il est portugais, un navire portugais échoue au Japon. Voilà. C'est vrai que même sur le papier, quand tu lis le synopsis, tu te dis bon, ok, c'est... En même temps, c'est assez intéressant, c'est assez vague. Et en fait, ce qui est intéressant vraiment dans la série, c'est les relations qu'ont les différents personnages. Certains sont à l'opposé dans la manière de penser. Justement, c'est pertinent avec l'arrivée donc de celui qu'on appelle l'étranger, le portugais qui échoue au Japon. Et en fait, voilà, il y aura des alliances qui vont se faire, des alliances qu'on peut dire à contre-nature, parce qu'il y a des gens qui se comprennent pas ou qui n'ont pas la même vision des choses, vont se retrouver à travailler ensemble. Mais bon, encore une fois, nous sommes dans un jeu de pouvoir. Les alliances du jour ne sont pas les alliances de demain. Et en fait, voilà, c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est comme ça que je le vois, en fait, c'est un jeu d'échecs. Il y aura des pions qui vont être sacrifiés. Et puis, il n'y a qu'un seul vainqueur, en fait. C'est ça. Donc, si vous voulez voir la série, je vous invite à aller la voir. Et maintenant, on va commencer à spoiler un petit peu plus le contenu de la série. Donc voilà, si vous voulez voir la série et ne pas vous prendre des spoils, vous pouvez quitter la vidéo et mettre un petit pouce bleu avant de partir. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment tout ce qui est gaming. Vous avez les liens dans la description. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le contenu, etc., on va parler un peu des scénaristes, enfin des showrunners. J'ai fait une petite recherche, ça m'a fait un peu sourire. Donc les showrunners sont Rachel Kondo et Justine Mark.
Rachel Kondo n'a pas fait grand-chose. Il s'agit d'un couple. Hein. J'ai appris ça par la suite. Il s'agit d'un couple derrière ce projet. Dustin Marks, lui, a un peu plus d'historique. Et là, je découvre que il a écrit le scénario. Accrochez-vous. Hein. Il a écrit le scénario de Street Fighter, la légende de Chun-Li. Il revient de loin. Oh, il revient de loin. Donc, j'avoue que si j'avais regardé qui étaient les showrunners avant de regarder la série, je pense que j'aurais pas regardé la série en vrai. Après, bon, il a pas fait que ça. Hein. Mais j'avoue que, voilà, je vois qu'il scénarise sur Street Fighter, la légende de Chun-Li. Je suis ouf. Ensuite, il a travaillé sur le livre de la jungle, ok, pour Disney. Et puis pour récemment, enfin un peu plus récemment, il a travaillé sur Maverick, Top Gun Maverick, en tant que, enfin il a travaillé sur l'histoire. Il n'a pas travaillé en tant que scénariste, donc il a travaillé l'histoire. Et donc c'est une autre personne qui s'est occupée du scénario. Top Gun Maverick qui a été un carton, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu plus rassurant. En termes de série, il a travaillé sur Rewind. Je connais pas trop de. Attends. Non, ça me dit rien, Rewind. Il a aussi travaillé sur Counterparts. Et donc en 2024, il se retrouve à gérer cette série Shogun, cette mini-série, qui est adaptée d'un livre en fait, écrit par James Clavell. Donc en fait, la série se base vraiment sur quelque chose qui existe. Donc il s'agit d'un drame historique basé sur des personnages, si j'ai bien compris, réels. La mini-série se termine au 10e épisode, mais apparemment ils vont peut-être travailler sur une suite parce que si j'ai bien compris, la mini-série s'arrête là où le livre s'arrête. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose d'intéressant sans avoir le support papier ? On verra. Mais dans tous les cas, vu le succès de la première saison, comme j'ai dit, hein, 14 Emmy, il n'y a pas beaucoup de séries capables d'obtenir autant de prix. Après, bon, sur les prix obtenus, je vais quand même vous lister meilleur mixage sonore, meilleur montage image, meilleure photographie, c'est que la photo est très très belle. Meilleur costume d'époque, comme j'ai dit en introduction, les costumes sont magnifiques. Hein. La photo met vraiment en valeur ces costumes d'époque. Alors, meilleur générique, bon, c'est vrai que c'est sympa, mais je savais pas qu'il y avait il y avait une catégorie pour meilleur générique. Meilleure direction artistique, meilleur maquillage prosthétique, je crois. Meilleure cascade. Meilleur casting pour une série dramatique. Meilleur effet visuel spéciaux. C'est vrai que les effets spéciaux sont bien faits. J'ai pas trouvé le budget de la série, mais globalement, pour une série basée, comment dire, c'est une nouvelle licence, hein, on peut dire ça comme ça, c'est une nouvelle licence, même si c'est basé sur un roman à succès, mais voilà, c'est quand même basé sur voilà, c'est pas une suite d'une série qui a déjà fait ses preuves, comme Game of Thrones ou enfin House of Dragon plutôt, ou récemment le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, les effets spéciaux sont très très réussis, comme quoi l'utilisation intelligente des moyens, c'est ça qui fait la différence. Donc meilleur maquillage d'époque aussi, meilleure coiffure d'époque et meilleur acteur dans une série dramatique. C'est Nestor Carbonell qui a obtenu le prix. Alors, donc beaucoup de prix, c'est sympa. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une série, c'est pas une de mes séries préférées, même si je trouve beaucoup de qualité à cette série. En fait, ce qui est compliqué à suivre dans cette série, c'est la culture japonaise. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai eu du mal. Là, on est vraiment voilà, on est avec cette mentalité d'époque où la vie humaine est très, comment dire, n'a quasiment pas de valeur. Enfin, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de valeur. Voilà, parce que voilà, j'ai un vécu en tant qu'Européen et voir des gens s'ouvrir le ventre. Enfin, les gens préfèrent s'ouvrir le ventre que de, comment dire, que de subir un déshonneur. Alors, parfois, les déshonneurs sont juste, voilà, à un moment donné, au début du premier épisode, il y a un des membres du clan de Toranaga qui prend la parole alors qu'on ne lui a pas donné la parole.
Et c'est censé être... Enfin, c'est une offense, en fait. C'est une offense. Et pour laver cette offense, il décide de se tuer et de tuer avec lui son premier enfant. Ah oui, c'est dinguerie, là. Il y a une autre scène où, en fait, on voit un villageois interpeller un des seigneurs qui arrive. Et pareil, on lui a pas demandé son avis ou il avait peut-être pas le droit d'ouvrir sa bouche à ce moment-là, mais direct on lui coupe la tête, tu vois. C'est très bizarre cette façon de retirer la vie des gens ou de se retirer la vie. Donc voilà, c'est. J'avoue que j'ai du mal. J'ai dit pourquoi il fait ça. Pourquoi surtout que, enfin, pour revenir au premier exemple, là, le comment dire, le soldat qui travaille, enfin qui est aux ordres du seigneur Toranaga. Qui s'ouvre le ventre, ok, c'est chaud, mais pourquoi il emmène avec lui son enfant, tu vois? Ah non, quand je parle d'enfant, c'est un bébé, hein. Donc, tout ça parce qu'il a pris la parole sans qu'on lui ait donné la parole. Voilà. Donc c'est très particulier. En fait, à la fois c'est particulier, en même temps c'est assez poétique, parce qu'en fait, pareil, il y a cet aspect de poésie qui est très présente à travers les haïkus. Il y aura pas mal, je crois, d'haïkus dans la série. Enfin, il y a un personnage qui est doué dans l'écriture de poésie. Et c'est pareil, t'as du mal à comprendre, mais en même temps, ça donne un aspect poétique à la série. C'est-à-dire que dans la mort, qui est quelque chose de tragique, ils arrivent à créer de la poésie. Voilà. C'est très particulier. Et c'est ça qui fait son charme, en fait. Je crois que c'est ça. Ça fait le charme de la série. C'est vrai que c'est différent de Game of Thrones, où voilà, Game of Thrones, c'est quelque chose comment dire, on comprend un peu plus facilement parce que voilà, c'est la culture, enfin de ce qu'on voit, même si c'est reste une série fantastique, ça reste quand même une culture assez anglo-saxonne. Là, on est vraiment au Japon dans les années 1600, une période, comment dire, où il y avait des guerres et on a donc cette époque très dure où ben il y a des guerres de clans pour obtenir le pouvoir, donc des gens meurent hein, de manière atroce, il y a des retournements de situation, il y a des traîtrises. Et donc il y a des gens qui meurent dans cette série. Et à un côté, il y a quand même cette... à un moment, je crois qu'il y a un concours de poésie entre le personnage principal et Mariko Sama. J'ai trouvé ça voilà, très particulier, mais voilà, ça fait son charme. Alors j'ai parlé de la photo tout à l'heure, mais faut aussi parler du cadrage. C'est au Japon, en tout cas pendant cette période-là, c'est très important la place que tu occupes et les délimiter dans tout. Que tu sois en présence de telle ou telle personne ou même chez toi, chacun a sa place. Et dès lors que tu dépasses cet espace, c'est que c'est vécu comme un affront. Et ça peut être sanctionné de mort, en fait. Voilà, d'où les fameux seppuku qu'on voit dans les différents épisodes. Donc voilà, la série met à la fois en avant cette culture très particulière et le fait de manière très propre, de manière très classe, très belle mise en scène, très belle photographie et les costumes, comme j'ai dit, voilà, on voit les costumes là à l'écran. Ils sont magnifiques. Maintenant, les épisodes, c'est vrai qu'ils sont un peu longs, 1 heure, parce qu'en fait, le rythme est très lent. Ça prend son temps. Les alliances se font et se défont. Ça prend du temps. Et voilà, on ne sait jamais où est-ce que ça va, où est-ce qu'on va aller. Là où j'étais un peu déçu, c'est le rôle de Blackthorn, donc donc le Portugais qui a échoué au Japon. Je m'attendais à ce qu'il occupe une place un peu plus importante. Et je trouve que son interprétation, même si elle est justifiée dans le scénario, je la trouve un peu en deçà des autres acteurs, notamment de Mariko ou de Toranaga. Alors quand je dis c'est justifié, parce qu'en fait, ça contraste justement avec les Japonais qui sont très posés, très précis dans leurs mots, alors que le Portugais... voilà, l'Européen qui échoue sur l'île, il est là avec sa façon de parler de manière très brusque, il respecte pas les coutumes, il sort de son cadre
C'est pour ça qu'il se fait recadrer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les Japonais, en tout cas pendant cette période, même de nos jours, hein, voilà, ils sont très à cheval sur l'espace que tu occupes et la place que tu dois occuper sans sortir de cet espace. En fait, si tu sors de cet espace, attends-toi à des conséquences. Et donc voilà, c'est un peu l'élément perturbateur de cette tragédie, parce que bon, voilà, actuellement Toranaga se retrouve prisonnier malgré lui, parce que voilà, ses anciens alliés se sont retournés contre lui. Encore une fois, là, on est typiquement dans un jeu de pouvoir, hein, classico-classique. Alors, là, on peut aussi reprocher le manque, entre guillemets, d'action. Enfin, je pense que certains d'entre vous, quand ils vont voir la série, ils vont dire, ouais, c'est vrai que ça parle beaucoup, mais il y a très peu de... C'est pour ça que je dis Game of Thrones, quand je disais sans l'aspect fantastique et sans l'aspect... sans les dragons, j'aurais pu aussi ajouter sans l'aspect des batailles... comment dire... des batailles grandioses. Je pense que le budget a été un peu plus limité, même s'il y a quelques scènes de bataille. Mais voilà, la véritable bataille, c'est le jeu d'échecs, en fait. C'est comment les pions sont déplacés et comment ils sont sacrifiés sur l'autel du jeu de trône. Donc voilà, globalement, voilà, c'est une série que j'ai bien aimée. Vraiment, à part ces petits éléments, je trouve que globalement, on a... c'est vraiment l'aspect humain qui est mis en avant dans cette série. La relation entre les différents personnages, notamment Mariko avec son mari, sa relation aussi avec Toranaga, et sa relation aussi avec le portugais, le fameux Enjin Sama. Donc c'est une relation très compliquée. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a l'intrigue générale, et ensuite on a l'intrigue liée aux hommes, avec un grand H, hein, liée aux êtres humains qui nouent des relations, qui dénouent des relations au gré des situations. Donc voilà les amis, moi je vous invite à découvrir cette série. Alors la fin, j'ai été peiné évidemment. Hein, la fin, bon voilà, Mariko ne sera plus là. C'était la bonne surprise de cette série. L'interprétation magistrale de l'actrice m'a touché, il faut être honnête. Enfin, son interprétation m'a plus touché que ceux qui jouent Enjin Sama, donc Blackthorn. Donc voilà les amis, je ne serais pas contre d'une deuxième saison maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les personnes qui ont vu cette mini-série, dites-moi ce que vous en pensez. Mais globalement, si je devais faire un top 5 des séries de l'année, je parle bien de nouvelles séries, hein, pas de suites de séries, etc., comme House of Dragons. Je pense qu'il est dans mon top 5 des découvertes de cette année. Après, bon, je n'ai pas découvert autant de choses comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est une des séries qu'il ne faut pas rater, je pense. Même si je pense qu'elle ne sera pas forcément accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Comme j'ai dit, hein, le premier épisode avec l'exposition de tous les clans qu'il faut retenir, essayer de se remémorer qui est l'ennemi de qui n'aime pas qui, et qui supporte qui, c'est pas facile. Surtout qu'au fur et à mesure des épisodes, les alliances se font et se défont. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. A très bientôt. Ciao, ciao.